Lors d'un voyage, j'ai demandé à ma belle-mère de garder mon fils. Cruellement, elle l'a laissé seul, à utiliser ma carte et à emmener d'autres petits-enfants à Disney. Ils sont partis depuis 3 jours, a dit la jardinière. Furieuse, j'ai bloqué les cartes. Mais quand mon mari. Alors que j'étais en voyage d'affaires, ma belle-mère a laissé mon fils seul à la maison. Pendant ce temps, elle s'amusait en vacances à Disneyland avec son autre petite fille et ma belle-sœur, en utilisant mon argent. Ça fait 3 jours qu'elles sont parties, madame, m'a dit la jardinière de ma maison par téléphone. En entendant cela, j'ai senti mon sang bouillir. À cet instant précis, j'ai bloqué ses cartes bancaires et ce que mon mari a fait ensuite a provoqué une crise de panique chez ma belle-mère. Irène se leva plus tôt que d'habitude. L'obscurité matinale enveloppait encore la ville tandis qu'elle terminait sa routine et commençait à se préparer. Elle se dirigea vers sa coiffeuse, choisit sa tenue de travail et s'habilla avec soin. C'était un jour crucial pour sa carrière professionnelle. L'entreprise avait désigné Irène comme la responsable principale d'un projet important dans une autre ville. Cette tâche l'obligeait à quitter sa maison pendant une semaine entière. Irène se regarda dans le miroir en essayant de trouver son calme, mais son cœur était submergé par une sensation de lourdeur. Elle ne s'était jamais séparée de son fils unique pendant si longtemps. Léo n'avait que 3 ans, un âge où un enfant a désespérément besoin de l'attention et de la présence de sa mère. Irène prit une profonde inspiration et expira lentement, essayant de chasser les doutes qui l'oppressaient. Elle sortit de la chambre et vit Alain, son mari, ranger une pile de documents dans sa mallette. Alain travaillait dans un grand cabinet de conseil et était en pleine effervescence des clôtures de fin d'année. Son agenda était rempli de réunions et de délais serrés, ce qui l'empêchait totalement de prendre des jours de congé ou de télétravailler pour s'occuper de son fils. Cette situation les obligea à chercher la meilleure solution possible pour que quelqu'un de confiance s'occupe de Léo jour et nuit. Après une longue conversation, leur choix se porta sur Martine, la mère d'Alain. Irène fut d'accord, supposant qu'une grand-mère s'occuperait de son petit-fils avec plus d'amour que quiconque. Irène se dirigea vers le salon. Elle trouva Léo assis sur le tapis en train de jouer avec des blocs de construction. Le garçon semblait très heureux, empilant les blocs jusqu'à ce qu'ils s'effondrent avec fracas, ce qui le faisait éclater de rire. Irène s'agenouilla à côté de lui, entoura son petit corps de ses bras et lui caressa doucement les cheveux. Léo se tourna, lui offrant ce sourire sincère qui parvenait toujours à dissiper la fatigue d'Irène après une longue journée de travail. Son cœur se serra encore plus. Elle embrassa les joues de son fils encore et encore, lui chuchotant la promesse qu'elle reviendrait bientôt avec un nouveau jouet en cadeau. La sonnette de la porte rompit le silence du matin. Alain interrompit ce qu'il faisait et alla ouvrir. Martine était sur le seuil avec un large sourire qui semblait très convaincant. Irène alla l'accueillir, fit la bise à sa belle-mère avec respect et l'invita à entrer. Martine entra et se dirigea directement vers le salon pour prendre Léo dans ses bras, qui continuait de jouer. Irène se sentit un peu plus tranquille en voyant cette familiarité. Elle pensa que sa décision de laisser son fils avec sa belle-mère avait été la bonne. Ensuite, Irène invita Martine à la table de la cuisine pour parler des routines et des horaires à suivre pendant son absence. Elle prit un carnet qu'elle avait préparé la veille. Le carnet contenait un guide complet sur tous les besoins quotidiens de son fils. Elle lui expliqua tout, point par point, avec des phrases très claires. Elle mentionna à quelle heure il devait prendre son petit déjeuner, déjeuner et dîner. Elle détailla également les aliments qu'elle pouvait lui donner et ceux à éviter, car le système digestif du garçon était encore sensible à certains ingrédients. Irène n'oublia pas de lui rappeler l'importance de la sieste pour qu'il ne soit pas irritable l'après-midi, ainsi que l'habitude de lui lire une histoire avant de dormir. Martine écouta toutes les explications attentivement, hochant la tête sans cesse et offrant un sourire rassurant. Elle affirma qu'Irène ne devait pas s'inquiéter, car elle avait beaucoup d'expérience dans l'éducation d'enfants qui étaient devenus des personnes accomplies. « Maman, s'il te plaît, prends bien soin de Léo. Je te laisse cette carte pour que tu l'utilises. C'est pour toute urgence ou pour acheter de la nourriture supplémentaire ou une petite gâterie pour l'enfant pendant mon absence, » dit Irène en posant une carte bancaire sur la table. Irène lui donna délibérément accès à ses fonds, car elle savait que les besoins d'un jeune enfant sont parfois imprévisibles et elle voulait s'assurer qu'il ne manquerait de rien pendant son absence. Martine prit la carte d'un geste très rapide et la rangea dans le sac qu'elle portait. « Ne t'en fais pas, Irène, le petit sera parfaitement bien avec moi. Va travailler tranquillement et termine ton projet.
Je m'assurerai que mon petit-fils préféré soit en bonne santé, bien nourri et heureux chaque jour. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Une fois que tout fut dit, Irène fit ses adieux, serra son mari fort dans ses bras, lui demandant de surveiller la maison en rentrant du travail. Puis elle prit son fils dans ses bras, l'embrassa à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'enfant éclate de rire et le rendit à sa belle-mère. Avec des pas qui pesaient une tonne, Irène sortit de la maison et monta dans le taxi qui l'attendait déjà dehors. Le trajet jusqu'à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry fut assez long, car les rues commençaient à se remplir de véhicules. Pendant le vol, Irène tenta de se distraire en relisant les documents de sa présentation. Elle arriva à Marseille presque au crépuscule, se rendit directement à l'hôtel que l'entreprise lui avait réservé. Après avoir déposé ses affaires, elle prit une douche et se reposa un peu. À la tombée de la nuit, Irène en profita pour appeler à la maison avec son portable. Martine lui répondit instantanément d'un ton très joyeux. Sa belle-mère l'informa que l'enfant avait très bien dîné et qu'il dormait déjà paisiblement dans sa chambre. Irène soupira de soulagement en entendant les bonnes nouvelles. Elle raccrocha avec un sentiment de calme et cette nuit-là, elle dormit profondément. Le premier jour de travail loin de la maison se déroula à un rythme effréné et épuisant. Irène dut rencontrer plusieurs partenaires, faire de longues présentations et inspecter plusieurs sites du projet. Elle eut à peine le temps de s'asseoir pour se reposer. Quand la nuit tomba et qu'elle retourna dans sa chambre, elle se sentait exténuée. Cependant, comme chaque soir, elle appela à la maison. Une fois de plus, Martine lui fit un rapport tout aussi positif. Le deuxième jour ne fut pas très différent. Irène était de plus en plus occupée avec l'accumulation de travail. Elle ne put appeler à la maison que tard dans la nuit. L'appel n'obtint pas de réponse. Irène pensa, optimiste, que sa belle-mère et son fils devaient déjà dormir profondément, alors elle décida de ne pas déranger et de réessayer le lendemain. Mais le troisième jour, la situation changea radicalement. Irène se réveilla avec un fort sentiment d'inquiétude. Son cœur battait la chamade sans raison apparente. Un mauvais pressentiment la hantait depuis qu'elle avait quitté l'hôtel. Elle tenta d'ignorer cette sensation et de se concentrer sur la réunion du matin, mais son esprit ne cessait de divaguer. Ses pensées retournaient à la maison, à la sécurité de son fils. Juste au moment où la pause déjeuner fut annoncée, Irène s'éloigna rapidement de ses collègues, chercha un coin tranquille et composa le numéro de sa belle-mère. La première tentative échoua. Un opérateur automatique l'informa que le numéro n'était pas disponible. Irène fronça les sourcils. Elle rappela encore et encore, mais le résultat fut le même. La panique commença à parcourir son corps, elle changea et composa le numéro de la maison. La sonnerie retentit longuement et de manière répétitive, mais personne ne décrocha. Ses mains se mirent à transpirer. Elle envoya un message à son mari, lui demandant s'il avait parlé à quelqu'un de la maison ce jour-là. La réponse d'Alain tarda à venir. Il lui dit qu'il était en pleine réunion importante avec le conseil d'administration et qu'il ne pouvait pas quitter le bureau pour aller à la maison. Il demanda à Irène de se calmer et supposa que sa mère aurait pu emmener Léo jouer dans un parc voisin. Irène tenta de terminer son travail ce jour-là, bien que son esprit fût un chaos. Elle profitait de chaque occasion pour essayer de contacter la maison, mais ses efforts étaient vains. L'après-midi, elle retourna dans sa chambre, le moral au plus bas, la tête pleine de mauvais présages. Son fils était-il tombé malade? Un malheur était-il arrivé à la maison qui empêchait sa belle-mère de répondre au téléphone? Elle s'assit par terre près du lit, serrant ses genoux, essayant de penser clairement et de trouver un moyen de s'assurer que sa famille allait bien. Au milieu de la confusion, Irène se souvint de la carte bancaire qu'elle avait laissée avant de partir. Elle utilisa une logique simple. S'il y avait eu une urgence médicale obligeant sa belle-mère à emmener l'enfant au centre de santé, un paiement aurait été enregistré. Irène prit son portable et ouvrit l'application de sa banque. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle entrait son mot de passe. Elle priait en silence pour ne trouver aucun frais d'hôpital, espérant que toute son anxiété n'était qu'une exagération. La page principale de l'application chargea les données financières. Dès que la liste des mouvements du compte s'ouvrit, les yeux d'Irène s'écarquillèrent. Elle sentit sa respiration se couper. Son cœur battait si vite que sa poitrine lui faisait mal. Elle ne trouva aucun enregistrement de paiement de médicaments ou de soins médicaux. À la place, elle vit une série de notifications de transactions pour des montants incroyablement élevés. Toutes les transactions avaient été effectuées à l'étranger et au total,
elle s'élevait à des milliers d'euros en très peu de temps. Irène lut les détails de l'emplacement de chaque transaction avec des mains tremblantes. Il y avait des paiements de billets d'entrée pour un groupe, des factures de restaurants chers et des achats dans des magasins de vêtements de marque. Tous les endroits où l'argent avait été dépensé pointaient vers une seule et même zone très lointaine, le parc Disneyland à Paris. Irène resta paralysée. La réalité la frappa avec une force brutale. L'argent qu'elle avait économisé avec tant d'efforts et qu'elle avait destiné à garantir la sécurité de son fils était utilisé pour des vacances de luxe à l'étranger. Si sa belle-mère dépensait son argent à Paris, une question terrifiante saisit Irène. Où était son fils maintenant? Et qui s'occupait d'un si jeune enfant seul à la maison? Irène perdit la capacité de penser clairement. Dès qu'elle réalisa la terrible vérité que montrait l'écran de son téléphone, elle se leva d'un bond. Son instinct maternel prit le contrôle total de son corps. Elle courut vers l'armoire, sortit sa valise vide et la posa brusquement sur le lit. Elle ouvrit l'armoire et commença à y jeter tous ses vêtements sans aucun soin. Peu lui importait si ses vêtements de travail se froissaient ou si elle oubliait un article de toilette. Son esprit n'était concentré que sur un seul objectif absolu, rentrer à la maison à l'instant même et trouver son fils. Tout en faisant sa valise, elle mit son portable à l'oreille et appela son chef au siège. Quand l'appel fut établi, Irène parla d'une voix tremblante, chargée de colère et de panique. Elle expliqua brièvement qu'une urgence familiale menaçant la sécurité de son fils était survenue. Irène s'excusa, mais elle devait annuler le reste de son voyage d'affaires et retourner dans sa ville le jour même. Son chef parut surpris, mais lui donna immédiatement la permission en remarquant le ton désespéré de sa voix. Après avoir obtenu l'approbation, Irène raccrocha et se mit à chercher un vol. Elle ouvrit l'application de réservation de voyage. Ses mains se déplacèrent rapidement sur les horaires de départ. Elle eut la chance de trouver un dernier vol pour sa ville le soir même. Bien que le prix du billet fût beaucoup plus cher que la normale, elle le paya sans y penser à deux fois. Elle ferma la valise, prit son sac et sortit en courant de la chambre. Elle pressa le pas dans le couloir jusqu'à la réception, rendit la clé de la chambre et sortit chercher un taxi. Le trajet de l'hôtel à l'aéroport de Marseille-Provence lui parut une torture interminable. Irène était assise sur la banquette arrière, se tordant les mains. Elle regardait les rues de la ville à travers la vitre avec un sentiment d'angoisse. D'un côté, elle ressentait une peur atroce pour l'état de son fils. De l'autre, une rage qui la brûlait de l'intérieur en pensant à la trahison de sa belle-mère. Elle ne pouvait pas comprendre comment une grand-mère pouvait abandonner son propre petit-fils pour un voyage de luxe payé avec l'argent de quelqu'un d'autre. Le vol de nuit ne lui apporta pas non plus le moindre réconfort. Elle resta assise, raide, sur son siège, ignorant la nourriture et les boissons que lui offraient les agents de bord. Ses yeux fixaient le vide devant elle. Elle ne put fermer l'œil une seule seconde. Chaque minute qui passait semblait durer des heures. Elle priait en silence pour la protection de son fils. Elle se l'imaginait en train de pleurer, l'appelant dans une maison vide et sombre. Ses pensées sombres lui rendaient la respiration difficile et les larmes s'accumulaient dans ses yeux. L'avion atterrit après minuit. Dès que les portes s'ouvrirent, Irène se précipita dans le long couloir du terminal des arrivées. Ignorant l'épuisement qu'elle ressentait, elle courut vers la sortie principale et monta dans le premier taxi qu'elle trouva. Elle donna son adresse au chauffeur et lui demanda d'aller le plus vite possible. Les rues de la ville étaient désertes, ce qui permit au taxi de fendre l'obscurité de la nuit. Pendant tout le trajet, Irène se prépara mentalement à affronter le pire qu'elle pourrait trouver de l'autre côté de la porte de sa maison. Finalement, le taxi s'arrêta devant le portail de sa maison. La maison était complètement sombre, comme si elle était abandonnée depuis longtemps. Pas une seule lumière n'était allumée sur la façade. Irène paya le chauffeur avec le montant exact et courut vers le haut portail en fer qui entourait la propriété. Le portail était fermé avec un grand cadenas de l'intérieur. Comme Irène n'avait pas la clé du cadenas, elle dut chercher un point d'appui sur les barreaux. Avec les forces qui lui restaient, elle grimpa sur le côté, s'agrippa au sommet et réussit à sauter dans le jardin. Irène courut vers la porte d'entrée. La robuste porte en bois était également fermée à double tour. Elle essaya de tourner la poignée sans succès. Elle frappa la porte de toutes ses forces en criant le nom de son fils, sa voix brisant le silence de la nuit. Seul le chant des grillons lui répondit. Elle alluma la lampe de poche de son portable et regarda par une fente de la fenêtre. L'intérieur de la maison était complètement sombre et silencieux.
La panique d'Irène atteignit son paroxysme. Elle se mit à courir autour de la maison vers le jardin arrière. À l'arrière se trouvait un petit bâtiment indépendant, beaucoup plus modeste, qui servait habituellement de lieu de repos pour la jardinière. En s'approchant, elle vit un faible rayon de lumière filtré par la petite fenêtre de cette cabane. Irène accéléra le pas, s'approcha de la porte et la poussa lentement. Heureusement, elle n'était pas verrouillée. La scène qu'elle découvrit en entrant fit flageoler ses genoux. À l'intérieur de la petite pièce, sous la faible lumière d'une lampe, elle vit son fils dormir, blotti. Il était allongé sur un matelas pliant, très fin et d'aspect inconfortable. Léo portait un pyjama qui semblait ne pas avoir été changé. Il respirait régulièrement, mais de temps en temps, il laissait échapper un long soupir, comme un enfant qui venait de pleurer à chaudes larmes. Par terre, juste à côté du matelas, était assise une femme âgée qui s'occupait de son jardin. Josette. La femme parut très surprise de voir Irène apparaître soudainement au milieu de la nuit. « Léo » dit Irène d'une voix brisée, retenant ses larmes. Elle se laissa tomber par terre, serra le petit corps de son fils avec force. Les larmes qu'elle avait contenues se déversèrent enfin, mouillant ses joues. Elle embrassa le visage et la tête de son fils encore et encore. Elle prit sa température, lui toucha le front et le cou, s'assurant qu'il n'avait ni fièvre ni blessure. Léo bougea un peu dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Instinctivement, il se blottit davantage dans les bras de sa mère, cherchant la chaleur et la sécurité qui lui avaient tant manqué. « Madame Irène, vous êtes rentrée à cette heure de la nuit » la salua Josette d'une voix tremblante, confuse. La vieille femme, très humble et sans téléphone portable, semblait à la fois soulagée et effrayée. « Josette, que s'est-il passé ici? Pourquoi mon fils dort-il dans cet endroit? Où est passée ma belle-mère » demanda Irène d'un ton qui montait par moments, un mélange de gratitude de voir son fils sain et sauf et une colère incontrôlable. Josette baissa les yeux. Ses doigts, rugueux et ridés, se tordaient nerveusement. « Elles sont parties depuis 3 jours, madame » commença à raconter Josette lentement, la voix entrecoupée. « Un jour après votre départ pour le travail, madame Martine est venue me chercher ici derrière. Elle portait Léo, qui faisait la sieste. Elle m'a dit qu'elle avait une affaire urgente et très importante à l'extérieur, et m'a demandé de m'occuper de Léo juste un petit moment. » Irène écoutait chaque mot de la vieille femme avec attention. Sa colère grandissait en imaginant la suite de l'histoire. « Mais elles ne sont pas parties qu'un petit moment, madame » continua Josette en séchant une larme. « J'ai vu par la fenêtre comment madame Martine sortait avec sa sœur, mademoiselle Béatrice. Mademoiselle Béatrice avait aussi sa petite fille avec elle. Toutes les 3 ont sorti plusieurs grandes valises et sont montées dans une voiture qui les attendait déjà. Elles ont fermé la maison principale de l'extérieur. Exprès. J'ai couru jusqu'au portail en les appelant, mais la voiture était déjà partie à toute vitesse. J'étais très confuse, je ne savais pas quoi faire. Je n'ai aucun moyen de vous appeler ou d'appeler monsieur Alain. J'ai seulement pu amener Léo dans ma chambre et le calmer. Pendant ces 3 jours, Léo a beaucoup pleuré en vous cherchant. Je lui ai donné à manger ce que j'ai pu avec les restes de nourriture que je cuisine pour moi. » En entendant la confession complète, Irène sentit comme si une poutre de fer lui était tombée sur la poitrine. Un nouveau fait se révéla. Sa belle-sœur, Béatrice, faisait également partie du voyage de luxe. Béatrice avait même emmené sa propre fille pour profiter des vacances, tandis que le fils d'Irène était abandonné à la maison avec une vieille femme sans provisions adéquates. Irène pouvait imaginer la souffrance de Léo, pleurant, confus, cherchant sa mère, cherchant du réconfort et se retrouvant abandonné par sa propre grand-mère. Le fait que sa belle-mère ait tout planifié, fermant la maison exprès et refilant la responsabilité à une femme humble, brisa complètement les limites de la tolérance d'Irène. La colère qu'elle ressentit cette nuit-là n'était plus une simple rage, mais une fureur froide et mortelle. Elle regarda le visage innocent de son fils, qui continuait de dormir paisiblement dans ses bras. Elle ferma lentement les yeux, prit une profonde inspiration et tenta de contrôler ses émotions sur le point d'exploser. Au milieu du silence de la nuit, seulement rompu par des sanglots contenus, l'écran du portable d'Irène, qui était par terre, s'illumina soudainement. Le son d'une notification rompit le silence de la petite pièce. Irène prit le téléphone et regarda fixement l'écran. Le système de sécurité de l'application bancaire avait envoyé un message automatique. Il y avait une nouvelle demande de transaction en attente.
La transaction était en attente car le montant que l'on tentait de retirer dépassait la limite maximale quotidienne autorisée par la banque. La demande de paiement provenait d'une boutique de vêtements de luxe dans l'un des quartiers commerciaux les plus chers de Paris. Apparemment, elles ne s'étaient pas contentées du parc d'attractions. Maintenant, elles essayaient d'acheter des articles de luxe avec l'argent qu'Irène avait gagné à la sueur de son front, l'argent qui aurait dû être utilisé pour construire l'avenir de l'enfant qu'elle venait d'abandonner. Le regard d'Irène devint plus aigu, glacial. Il ne restait plus aucune trace de doute dans son cœur. Il n'y avait plus de compassion ni de respect à accorder à ceux qui avaient blessé son propre sang. Elle rouvrit l'application de la banque sur son téléphone, entra dans le menu de configuration de sécurité avancée et sélectionna l'option de désactivation permanente de la carte. L'écran afficha un message d'avertissement. Une fois bloquée de manière permanente, la carte ne pourrait plus être utilisée pour aucune transaction, ni en France ni à l'étranger. La carte serait inutilisable et ne pourrait être réactivée sans la présence du titulaire en agence. Sans perdre une seconde, le pouce d'Irène appuya sur le bouton de confirmation à l'écran. Le système traita la demande et l'écran montra que le blocage avait été effectué avec succès. L'accès à ces milliers d'euros était désormais fermé pour toujours. Irène coupa délibérément le robinet de la vie de luxe dont ces personnes égoïstes profitaient dans un autre pays. Irène reposa le téléphone par terre d'un mouvement tranquille. Elle regarda par la fenêtre l'obscurité de la nuit. Profitez bien du reste de vos vacances, pensa Irène froidement, se préparant à ce que le lendemain arrive et qu'elle commence à régler les comptes de la manière la plus juste possible pour leur action cruelle. Le soleil brillait dans le ciel de Paris. Martine marchait fièrement dans les allées de l'un des centres commerciaux les plus luxueux du pays. Derrière elle, Béatrice se promenait tranquillement, tenant sa fille par la main. Elle venait de passer plusieurs jours à profiter d'attractions célèbres et à séjourner dans un endroit très cher. C'était maintenant le moment de se faire plaisir en achetant des articles de luxe. Martine et Béatrice entrèrent dans une célèbre boutique qui vendait des sacs à main et des vêtements de marque. Elles se sentaient toute puissantes en ayant un accès total à la carte d'Irène. Elles ne pensaient absolument pas au sort de l'enfant qu'elles avaient laissé seul à la maison. À l'intérieur de la boutique, Béatrice se consacra au choix des derniers modèles de sacs à main. Elle en prit 3 à la fois et les tendit directement à la vendeuse sans regarder le prix. Martine ne voulut pas être en reste, elle désigna plusieurs vêtements d'hiver très chers et demanda à la vendeuse de tout emballer. Elle riait aux éclats, imaginant l'envie de leurs amis en voyant leurs achats. La vendeuse apporta toute la marchandise à la caisse et commença à additionner. Le prix total qui apparut à l'écran était stupéfiant. Martine, d'un air arrogant, sortit la carte d'Irène de son sac et la tendit au caissier. Le caissier la prit poliment et l'inséra dans le terminal de paiement. La machine traita les données pendant quelques secondes puis émit un fort bip de refus. Le caissier essaya à nouveau, mais le résultat fut le même. Il rendit la carte à Martine et lui expliqua avec des gestes et quelques mots simples que la banque avait rejeté le paiement. Martine commença à paniquer. Elle dit à Béatrice de chercher un distributeur automatique. Béatrice courut en chercher un. Quand elle le trouva, elle inséra la carte et le code PIN. La machine traita la demande, mais soudain, l'écran afficha un message de rejet définitif. Le distributeur avala la carte et ne la rendit pas. Béatrice retourna en courant au magasin, pâle et essoufflée. Elle attrapa sa mère par le bras et lui chuchota que la machine avait avalé la carte. Martine sentit ses jambes flageoler. Elle n'avait pas d'argent liquide sur elle. Elles avaient dépendu entièrement de l'argent d'Irène pour tout le voyage. Le caissier et quelques clients commencèrent à les regarder avec méfiance. La fierté qu'elle ressentait s'évanouit, remplacée par une immense honte. Sans dire un mot, Martine et Béatrice sortirent en courant de la boutique, laissant la pile d'articles de luxe sur le comptoir. Elles s'éloignèrent rapidement de la zone commerciale la tête basse, évitant les regards. Elles étaient désorientées, commençaient à avoir faim et devaient encore payer la prolongation de leur séjour à l'hôtel. Martine vit un petit local qui offrait le Wi-Fi gratuit. Elle dit à Béatrice de s'asseoir sur un banc à l'extérieur du local et se connecta rapidement. Martine appela immédiatement Alain. Dès que la connexion fut établie, elle éclata en sanglots, jouant le rôle de la victime la plus malheureuse. Alain, ta femme est une sorcière. Elle a annulé la carte exprès et a laissé ta mère mourir de faim à l'étranger. Elle veut me torturer. Tu dois gronder ta femme tout de suite et l'obliger à débloquer la carte. Je n'ai pas un centime pour manger, cria Martine,
convaincu que son fils la défendrait sans poser de questions. Cependant, Martine ne savait pas que la situation de l'autre côté du téléphone était très différente de ses attentes. Alain venait de garer sa voiture et d'arriver à la maison. L'homme entra par le jardin arrière et resta paralysé devant la porte de la cabane de la jardinière. Ses yeux fixaient l'intérieur. Il y vit une scène qui lui brisa le cœur. Irène était à genoux par terre, serrant fort le corps de Léo, qui dormait sur un mince matelas. Le visage d'Irène était enflé d'avoir tant pleuré, tandis que Josette était assise dans un coin avec un air effrayé. Alain entendit tous les cris de sa mère au téléphone. Il ne ressentit aucune compassion, mais une colère qui commença à lui monter à la tête. Il écarta le téléphone de son oreille sans dire un mot, raccrocha au nez de sa mère et rangea son portable dans sa poche. Ses pas semblaient lourds en entrant dans la petite pièce. Irène se tourna vers la porte. Le regard de sa femme ne montrait aucune faiblesse, mais une détermination ardente. Alain s'approcha et s'agenouilla à côté de sa femme et de son fils. Il caressa doucement le front de Léo. La température de son fils était normale, mais son visage semblait épuisé. Alain demanda à Irène une explication sur ce qui s'était passé pendant qu'il travaillait. Irène ne perdit pas de temps à pleurer ou à se lamenter. Elle se leva et demanda à Alain de la suivre dans son bureau dans la maison principale. Elle alluma l'ordinateur et ouvrit les enregistrements des caméras de sécurité installées à plusieurs endroits de la maison. Irène lança l'enregistrement d'il y a 3 jours. Sur l'écran de l'ordinateur, Alain vit de ses propres yeux comment sa mère allait chercher Josette, comment elle prenait Léo de force et le lui remettait ensuite sans aucune responsabilité. Il vit sa mère et sa sœur Béatrice traîner de grandes valises vers la porte d'entrée. Il vit Léo courir après elles en pleurant, mais sa mère lui cria brusquement dessus. Béatrice poussa même le petit corps de Léo pour l'éloigner de la porte avant qu'elle ne ferme la maison de l'extérieur et ne parte dans la voiture de location. En voyant toutes les preuves, la défense d'Alain s'effondra. Son corps tremblait de rage. L'homme, qui avait toujours été calme et rationnel, serrait maintenant les poings avec force. Il avait toujours essayé de jouer les médiateurs entre sa femme et sa famille. Il demandait toujours à Irène d'être patiente avec le caractère de sa mère, mais ce qui s'était passé aujourd'hui avait dépassé toutes les limites de l'humanité. Sa propre mère avait osé abandonner son propre sang, laissant l'enfant en danger pour un plaisir momentané. Alain se tourna vers Irène, la serra fort dans ses bras, versant des larmes de profond regret. « Je suis désolé, je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir protégé. À partir de ce moment, je ne permettrai plus jamais qu'elle fasse du mal à notre petite famille. Je te promets que je m'occuperai de tout ça jusqu'au bout, » dit Alain d'une voix ferme et pleine de certitude. Irène lui rendit son étreinte, se sentant un peu soulagée que l'homme qui était son protecteur soit maintenant complètement de son côté et voit la vérité clairement. Pendant le reste de la nuit, Alain prit le contrôle de la situation. Son portable ne cessait de vibrer avec des dizaines de messages de sa mère et de Béatrice. Les messages contenaient des insultes, des malédictions et des exigences pour qu'il leur envoie de l'argent immédiatement. Alain lut tous les messages avec une expression impassible. Il ne répondit à aucun. Au lieu de cela, il ouvrit l'ordinateur et accéda à la page de réservation de vol. Il chercha le localisateur des billets de retour qu'il avait lui-même aidé à réserver pour sa mère et sa sœur. D'un geste ferme, il appuya sur le bouton d'annulation. Il annula tous les sièges des vols de retour au nom de Martine, Béatrice et de la fille de Béatrice sans hésiter. Le lendemain matin, le soleil venait à peine de se lever, mais le scandale avait déjà éclaté de nouveau de l'autre côté du téléphone. Martine rappela Alain avec un ton de voix beaucoup plus désespéré que la nuit précédente. Elle criait hystériquement parce qu'elle venait de recevoir un email de la compagnie aérienne l'informant que leur billet de retour avait été annulé unilatéralement. Elle n'avait ni argent, ni logement, et maintenant elle n'avait même plus de moyens de rentrer chez elle. Alain répondit à l'appel de sa mère d'un ton calme, froid et tranchant. Il n'utilisait plus le ton doux et respectueux d'un fils. Il parlait comme un père qui défend son enfant d'une menace. J'ai déjà reçu tous les rapports sur ce que toi et Béatrice avez fait à Léo. J'ai vu tous les enregistrements. Tu as abandonné mon fils. Tu as utilisé l'argent de ma femme pour t'amuser pendant que mon fils avait faim. Maintenant, j'ai pris une décision. Je t'ai envoyé la preuve de l'annulation des billets sur ton téléphone. Et ce n'est pas tout, j'ai aussi contacté les autorités de l'immigration et la compagnie aérienne. Je vous ai dénoncé toutes les deux pour utilisation d'une carte bancaire volée à ma femme. Alain, qu'est-ce que tu dis?
Je suis ta mère. Tu ne peux pas me faire ça. Rends-moi les billets. Je veux rentrer à la maison aujourd'hui même, cria Martine, la voix pleine de désespoir et de peur. Trouvez un moyen de rentrer par vos propres moyens. Profitez bien de la survie dans les rues de Paris, maman, répondit sèchement Alain. Sans attendre de réponse, il raccrocha et bloqua le numéro de sa mère et celui de sa sœur, posa le téléphone sur la table et retourna dans la chambre pour voir sa femme et son fils, qui dormaient toujours profondément. Alain avait fixé une limite ferme, s'assurant que ces personnes destructrices ne pourraient plus jamais entrer dans leur vie. Merci de suivre fidèlement les histoires de la chaîne Secrets de couple. Continuons avec le dénouement. La matinée à Paris était glaciale pour Martine et Béatrice. Elles se tenaient, confuses, dans le hall du luxueux hôtel où elles avaient séjourné. Un employé de l'hôtel se planta devant elles avec un visage sévère, leur parlant en français d'un ton assez fort. Il désignait à plusieurs reprises la porte de sortie tout en tenant une facture. Martine ne comprenait rien, mais elle savait qu'on les mettait à la porte. La durée de leur séjour était terminée et elles n'avaient aucun moyen de payer la prolongation. Toutes leurs cartes avaient été refusées. Finalement, le personnel de sécurité s'approcha. Il les obligea à récupérer leurs affaires et les escorta hors du bâtiment. Les trois se retrouvèrent sur le trottoir d'une rue animée, se sentant complètement anéantis. Béatrice portait sa fille dans ses bras, qui commençait à pleurnicher parce qu'elle n'avait pas pris son petit déjeuner, tandis que de l'autre main, elle traînait une énorme valise. Martine tirait également deux grandes valises, à bout de souffle. Elles déambulèrent sur les trottoirs sans but précis. L'air froid du matin les faisait trembler, car elles n'avaient pas eu le temps de mettre les vêtements chauds qu'elles gardaient dans leurs valises. Chaque fois qu'elles passaient devant une boulangerie ou une pâtisserie, leur estomac gargouillait. L'odeur de pain frais et de bouillon chaud était tentante, mais elles ne pouvaient qu'avaler leur salive. Elles n'avaient pas une seule pièce de monnaie dans leur poche. Leurs pas se firent plus lents à cause de l'épuisement. Béatrice finit par s'arrêter et jeta sa valise par terre brusquement. Elle s'assit dessus, se massant les pieds endoloris. Sa fille se mit à pleurer à chaudes larmes, réclamant à manger et à boire. En entendant les pleurs de sa petite fille, Martine s'arrêta également et tenta de calmer la fillette, mais sa tentative ne fit que déchaîner la colère de Béatrice. L'émotion que Béatrice avait contenue explosa enfin. Elle regarda sa mère avec haine et commença à lui crier dessus au milieu de la foule. « Tout ça, c'est de ta faute, maman. Pourquoi n'as-tu pas emprunté d'argent à tes amis? Pourquoi devons-nous marcher comme des mendiantes dans un pays étranger? Par ta faute, pour t'avoir fait confiance avec cette carte. Maintenant, nous avons faim et froid. » « Ma fille a faim, maman, » cria Béatrice sans se soucier des regards étonnés des passants. Martine resta pétrifiée en entendant les cris de sa fille. Les larmes jaillirent de ses yeux. Elle se sentit humiliée d'être blâmée de cette manière, alors que Béatrice avait également profité de tous les luxes qu'elle lui avait fournis. « Pourquoi me rejettes-tu la faute, Béatrice? C'est toi qui m'as encouragée à tout acheter dans ce magasin hier. J'ai essayé de contacter toutes mes amies depuis hier soir, mais aucune ne me répond. Elles m'ignorent toutes. » Béatrice renifla, agacée, et dit à sa mère de chercher un autre réseau Wi-Fi gratuit. Après avoir marché quelques mètres, elles trouvèrent un petit parc qui offrait un accès Internet public. Martine connecta son téléphone et commença à envoyer des messages à plusieurs groupes de parents et d'amis. Elle écrivit des mots pathétiques, disant qu'on lui avait volé son portefeuille à l'étranger et qu'elle avait besoin d'urgence d'un prêt pour manger. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Martine sonna. C'était une réponse d'un parent éloigné, mais au lieu de lui envoyer de l'argent, il lui envoya une capture d'écran. L'image contenait un long message qu'Alain avait envoyé à toute la famille la nuit précédente. Dans ce message, Alain révélait en détail les actions cruelles de sa mère et de Béatrice. Il racontait comment elles avaient abandonné Léo, un enfant de 3 ans, seul à la maison avec la jardinière. Alain joignit également la preuve de l'annulation des billets d'avion comme punition pour le vol de l'argent de sa femme. En lisant le message d'Alain, le visage de Martine devint blême. Aucun parent ou ami ne les aiderait après avoir appris cette vérité honteuse. Béatrice arracha le téléphone des mains de sa mère et lut le message avec des yeux exorbités. Le désespoir commença à la consumer. Elle réalisa que son frère leur avait fermé toutes les voies d'aide. Affamée et désespérée, l'esprit tordu de Béatrice commença à manigancer. Elle regarda l'écran de son propre portable et ouvrit une application populaire de réseaux sociaux.
Elle savait que les internautes étaient facilement émus par les histoires tristes. Béatrice décida de retourner la situation pour gagner la compassion et l'aide financière d'inconnus. « Laisse-moi m'occuper de ça. Nous allons faire en sorte que la femme d'Alain regrette de nous avoir défiés, dit Béatrice avec méchanceté. Elle arrangea un peu son apparence pour paraître épuisée et pitoyable. Puis elle appuya sur le bouton d'enregistrement de son téléphone et commença à parler à la caméra. Dans la courte vidéo, Béatrice pleurait à chaudes larmes. Elle raconta un énorme mensonge de manière très convaincante. Elle dit qu'elle et sa mère avaient été expulsées de l'hôtel parce que sa belle-sœur, Irène, avait délibérément bloqué tout leur accès au fonds. Elle accusa Irène d'être une femme cruelle et impitoyable pour avoir laissé sa propre belle-mère souffrir de la faim, du froid et de l'abandon dans un pays étranger. Elle tourna la caméra vers sa mère, qui était assise en tremblant de froid, puis vers le visage de sa fille, qui pleurait pour de la nourriture. Béatrice termina la vidéo en demandant de l'aide à quiconque voudrait donner un peu d'argent pour qu'elle puisse acheter de la nourriture et des billets de retour. Béatrice publia la vidéo sur ses réseaux sociaux avec de nombreux hashtags pour qu'elle devienne virale. En quelques heures, la vidéo mensongère commença à se propager massivement. Beaucoup de gens eurent pitié en voyant une vieille femme et une petite fille pleurer dans la rue d'un pays étranger. La sympathie des internautes afflua. Des milliers de personnes commencèrent à partager la vidéo et à écrire des commentaires de soutien. Comme l'avait prévu Béatrice, la vague de colère des internautes se dirigea directement contre Irène. Des personnes qui ne connaissaient pas la vérité commencèrent à chercher les réseaux sociaux d'Irène pour l'insulter et la calomnier. Prête à détruire sa réputation sans pitié. La matinée chez Irène fut calme après une nuit longue et épuisante. Irène était assise à table, donnant à Léo un bol de bouillie chaude. L'enfant semblait beaucoup plus joyeux depuis le retour de sa mère. Au milieu de cette paix, le portable d'Irène, qui était sur la table, ne cessait de vibrer. L'écran s'illuminait de centaines de notifications de ses réseaux sociaux. Irène fronça les sourcils, surprise, posa le bol un instant et déverrouilla le téléphone. Dès qu'elle ouvrit l'application, elle fut confrontée à des milliers de commentaires grossiers et de messages de haine d'inconnus. On la traitait de belle fille méchante, de femme sans cœur, et on l'accusait de maltraiter les parents de son mari. Certains messages contenaient même des menaces et des malédictions horribles. Irène chercha l'origine de cette fureur collective et trouva un lien vers une vidéo que beaucoup de gens partageaient. Elle cliqua dessus et vit le visage de sa belle-sœur Béatrice pleurant hystériquement dans les rues de Paris. Irène regarda la vidéo du début à la fin avec une expression impassible. Elle ne ressentit ni tristesse ni peur, au contraire, elle ressentit un profond dégoût. En voyant avec quelle aisance Béatrice mentait et dissimulait sa propre culpabilité, elle vit comment elle utilisait sa fille et sa mère comme bouclier pour gagner la sympathie du public. Alain, qui venait de prendre sa douche, s'approcha de la table et vit sa femme regarder le téléphone avec un regard perçant. Il lui demanda ce qui se passait et Irène lui passa le téléphone pour qu'il voie la vidéo par lui-même. En voyant sa sœur déformer la vérité et manipuler l'opinion publique pour détruire sa femme, la colère d'Alain se ralluma. Il ne pouvait pas croire que sa sœur ait encore le culot de se faire passer pour une victime après avoir abandonné un jeune enfant. Alain prit la main de sa femme avec force, lui demanda de garder son calme et de ne répondre à aucune des insultes. Puis ils s'assirent ensemble dans le bureau pour planifier une défense logique et percutante. Ils contactèrent également un avocat de la famille pour s'assurer que chaque pas qu'ils feraient serait légal. Après avoir reçu des conseils juridiques, Irène commença à rassembler toutes les preuves. Elle ouvrit l'ordinateur et extraya les parties les plus importantes des enregistrements des caméras de sécurité. Elle sélectionna le moment où Martine remet Léo à Josette, la partie où Béatrice crie sur Léo et le moment où toutes deux ferment la porte principale à clé avant de partir en vacances. Cette première preuve était plus que suffisante pour démentir le mensonge de Béatrice, mais Irène ne s'arrêta pas là. Elle voulait leur donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Elle ouvrit son application bancaire sur l'ordinateur. Elle fit plusieurs captures d'écran montrant les détails des mouvements de fonds des 3 derniers jours. Les images montraient clairement les noms des lieux de luxe qu'elles avaient visités et les milliers d'euros qu'elles avaient dépensés sans remords. Comme contraste déchirant, Irène demanda également à Josette de prendre une photo de l'assiette de nourriture qu'elle avait donnée à Léo pendant son absence. L'assiette ne contenait que du riz blanc et un peu de bouillon de légumes de la veille. Irène compila toutes ces preuves dans une vidéo de réponse, ordonnée et claire. Il n'y avait pas de visage en larmes dans sa vidéo. Pas de phrases pathétiques ni d'excuses fausses.
Irène publia simplement la série de preuves avec un texte bref et concis qui disait « Voici la vérité sur qui a vraiment abandonné sa famille. Mon fils de 3 ans a été enfermé exprès à la maison et abandonné pour qu'elle puisse utiliser mon argent pour partir en vacances. Laissons les preuves parler. » Après s'être assuré que tout était correct, Irène appuya sur le bouton de publication. Il fallut moins d'1 heure pour que les preuves d'Irène attirent l'attention du public. Les gens qui l'avaient initialement attaqué restèrent sans voix en voyant les enregistrements des caméras qui montraient clairement les visages de Martine et Béatrice. Ils virent de leurs propres yeux comment un jeune enfant était poussé et enfermé à la maison par sa propre grand-mère et sa tante. Ils virent également la preuve des dépenses de milliers d'euros dans des magasins de luxe, ce qui démolissait complètement l'histoire de Béatrice sur le fait de mourir de faim. La preuve de la nourriture simple que Léo avait mangée déclencha une colère publique bien plus grande. La situation s'inversa de manière rapide et brutale. La fureur des internautes se retourna contre Béatrice et Martine comme un tsunami. Des milliers de personnes commencèrent à attaquer les réseaux sociaux de Béatrice. Ils laissèrent des commentaires moqueurs, ironisant sur les vêtements de luxe qu'elle exhibait avant de pleurer dans la rue et l'accusant d'être la menteuse la plus cruelle. Beaucoup se sentirent trompés par ses larmes de crocodile. L'attaque fut si massive que le portable de Béatrice ne cessa de recevoir des messages de haine de tout le pays. La situation de Béatrice et Martine à Paris devint encore plus terrifiante. Non seulement elles devaient supporter la faim et le froid, mais elles étaient désormais des ennemis publics dans leur propre pays. Plus personne ne voulait leur donner d'argent. Pire encore, des milliers d'internautes commencèrent à taguer l'ambassade de France à Paris, exhortant à ne fournir aucune aide spéciale à 2 personnes qui avaient commis un acte d'abandon de mineurs. Ils exigeaient qu'on les laisse affronter les conséquences ou qu'elles soient expulsées pour être poursuivies par la loi. Béatrice et Martine étaient désormais complètement piégées, sans issue, obligées de supporter la honte et la souffrance en paiement de leur arrogance. Les jours suivants à Paris se transformèrent en une torture interminable pour Martine et Béatrice. Après que leur vidéo mensongère fut exposée et détruisit leur réputation, il ne resta plus une once de sympathie pour elles. Elles vivaient littéralement comme des vagabondes dans un pays étranger. Chaque nuit, elles étaient obligées de dormir dans des coins de gare ou sous des ponts pour se protéger du froid pénétrant. Elles portaient les mêmes vêtements pendant des jours et leur corps commençait à sentir mauvais par manque d'hygiène. Le visage de Martine, autrefois altier et soigné, était maintenant sale, poussiéreux et marqué par un épuisement extrême. Béatrice n'allait pas beaucoup mieux. Elle se plaignait constamment et accusait tout le monde de sa malchance, tandis que sa fille ne cessait de pleurer de froid et de faim. La nouvelle des 2 citoyennes françaises abandonnées pour avoir délaissé un enfant parvint aux oreilles d'un groupe de travailleurs français vivant là-bas. Au début, ils se sentirent indignés et réticents à aider après avoir vu la vidéo d'Irène. Cependant, en voyant l'état de la fille de Béatrice, de plus en plus faible et pâle par manque de nourriture, leur instinct humanitaire prévalut. Ils décidèrent de leur apporter une aide minimale. Ils achetèrent du pain et de l'eau pour que la fillette ne tombe pas malade. Ces travailleurs contactèrent l'ambassade pour informer de la situation de Martine et Béatrice, dans l'espoir qu'elles soient expulsées pour ne pas continuer à faire honte au pays. Le processus de rapatriement fut humiliant. Des fonctionnaires de l'ambassade les trouvèrent et les emmenèrent à leur bureau pour les identifier. Pendant l'interrogatoire, Martine et Béatrice reçurent de sévères réprimandes. Elles furent considérées coupables d'abuser de leur visa de touriste et d'avoir commis des actes illicites. Comme elles n'avaient pas d'argent, l'État dut couvrir temporairement le coût de leur billet de retour à condition que ce montant devienne une dette officielle qu'elles devraient rembourser à leur arrivée en France. Elles furent escortées à l'aéroport comme des criminels. Pendant le vol, aucun passager ne voulut s'asseoir près d'elles. La mauvaise odeur et les regards de mépris de leurs compatriotes firent du voyage une torture psychologique. Cependant, la souffrance et la honte ne semblèrent pas affecter Martine et Béatrice. Dans leurs esprits arrogants, Irène restait la coupable de tout. Assises ensemble dans l'avion, Martine planifiait déjà sa vengeance. Elle était convaincue qu'en arrivant à la maison, elle pourrait reprendre le contrôle. Elle prévoyait de pleurer et de crier devant Alain, de déformer les faits une fois de plus et d'exiger qu'Irène soit chassée de la maison. Martine oubliait que la luxueuse maison dans laquelle elle avait vécu gratuitement était le fruit du travail d'Irène avant son mariage avec Alain. Elle se sentait en droit de ce confort simplement pour avoir donné naissance au mari d'Irène. Je vais donner une leçon à cette femme arrogante. Elle a osé nous humilier et nous laisser dormir dans la rue. Tu verras. J'obligerai ton frère à divorcer d'elle. Nous resterons dans cette maison et nous jetterons toutes ses affaires, grommelait Martine,
le visage décharné et les vêtements sales, sa voix pleine d'une haine profonde. Béatrice, à ses côtés, acquiesça. Tu as raison, maman. Nous ne pouvons pas perdre contre cette femme. Cette maison est à Alain, ce qui signifie qu'elle est aussi à nous. Dès notre arrivée, j'irai dans la chambre principale et je dormirai dans son lit moelleux. Je me fiche de ce qu'elle dit. Nous exigerons une indemnisation pour toute notre souffrance. L'avion atterrit en France après plusieurs heures de vol. La chaleur étouffante les frappa à la sortie de l'aéroport. Comme elles étaient sur la liste des rapatriés de force, le processus de contrôle des documents fut long. Quand elles eurent terminé, on les laissa seules à la sortie du terminal des arrivées. Aucun membre de la famille ne vint les chercher. Alain avait explicitement interdit à toute la famille de leur prêter assistance. Coincées sans un centime pour les transports en commun, elles durent supplier un agent de sécurité de l'aéroport. Heureusement, un véhicule de service du personnel allait dans leur direction et proposa de les emmener gratuitement jusqu'à l'entrée de leur quartier résidentiel. Le trajet jusqu'à la maison d'Irène se déroula en silence. En arrivant à l'entrée du quartier, la voiture s'arrêta. Martine et Béatrice durent descendre et marcher, traînant leurs lourdes valises jusqu'à la maison d'Irène. La distance était considérable, la sueur trempait leurs vêtements sales. La fille de Béatrice se remit à pleurer d'épuisement sous le soleil brûlant, mais l'idée d'un lit confortable, d'un repas délicieux et d'une chambre climatisée les poussa à continuer. Elle s'imaginait déjà entrer dans la maison, pointer Irène du doigt et déchaîner toute la colère qu'elles avaient accumulée à Paris. Finalement, la maison apparut au loin, mais leurs pas ralentirent. Plus elles s'approchaient, plus la scène leur semblait étrange. La maison était très différente. Le portail en fer, qui était habituellement entrouvert, était maintenant fermé avec une grosse chaîne et un cadenas. Il n'y avait aucune voiture dans le garage. L'endroit était silencieux, comme s'il avait été abandonné. Martine et Béatrice s'approchèrent du portail, hésitantes. Quand elles arrivèrent juste en face, leurs yeux s'écarquillèrent en voyant un tas d'objets à l'extérieur. Sur le trottoir, à côté du conteneur à ordures, se trouvaient des dizaines de grands sacs en plastique noir. Ils étaient attachés n'importe comment et certains étaient déchirés, révélant leur contenu. Les vieux vêtements de Martine, les chaussures de Béatrice et d'autres objets personnels qu'elle gardait dans la chambre d'amis. Toutes leurs affaires avaient été sorties de la maison et empilées comme des ordures attendant le camion de nettoyage. Avant qu'elles ne puissent assimiler le choc, le regard de Martine se porta sur le haut du portail. Une énorme bannière y était accrochée avec du fil de fer. Sur un fond blanc, des lettres rouges et voyantes annonçaient « Cette maison à E accent aigu vendue. Contactez l'agence immobilière pour plus d'informations. » Martine recula de quelques pas, les genoux tremblants. Sa bouche s'entr'ouvrit, incapable de croire ce qu'elle lisait. Béatrice laissa tomber sa valise, qui heurta le sol avec force. Leur fantasme de reprendre le pouvoir et de profiter du luxe volèrent en éclats en un instant. Non seulement Irène les avait mises à la porte en jetant leurs affaires, mais elle avait fait un pas bien plus fatal en vendant la maison le plus rapidement possible. La réalité les gifla avec une dureté incroyable. Elles avaient maintenant vraiment perdu leur foyer, leur dignité et tout le reste par leur propre cupidité. L'atmosphère devant la maison vendue était désolante. Martine restait paralysée, fixant la bannière d'un regard vide. Tandis que Béatrice pleurait à chaudes larmes en réalisant qu'elle n'avait nulle part où aller, au milieu de leur désespoir, le son d'un moteur de voiture s'approcha. Un véhicule s'arrêta juste derrière leurs valises. La porte s'ouvrit et Alain descendit, le visage froid et impassible, suivi d'Irène, qui était élégante dans ses vêtements impeccables. Du siège arrière descendit Josette, tenant le petit Léo par la main. Ils étaient venus exprès à l'ancienne maison pour régler la dernière affaire avec ces deux personnes problématiques. En voyant son fils, une étincelle d'espoir s'alluma dans le cœur de Martine. Laissant de côté la fierté et la honte, elle courut vers Alain, s'agenouilla à ses pieds et les serra fort, pleurant à chaudes larmes. Ses larmes mouillèrent le pantalon d'Alain. Elle tenta d'utiliser son arme infaillible, les larmes d'une mère espérant attendrir le cœur de son fils comme toujours. « Alain, aide-moi. Mon fils, je t'en supplie. Pardonne-moi. Je regrette vraiment tout ce que j'ai fait. S'il te plaît, ne me chasse pas comme ça. Je n'ai pas de maison. Je dormirai dans la plus petite chambre si tu me laisses vivre avec vous. Je promets de m'occuper de Léo tous les jours. S'il te plaît, pardonne à ta mère, suppliait Martine d'une voix brisée.
Béatrice, qui ne voulait pas être en reste, s'approcha également en courant. Contrairement à sa mère, elle conservait une attitude exigeante. Elle sentait qu'en tant que sœur, Alain avait l'obligation de subvenir à ses besoins. « Alain, tu ne peux pas nous faire ça. Nous venons de traverser un enfer à l'étranger. Ta femme nous a bloqué l'argent exprès. Vas-tu la défendre elle ou ton propre sang? Je suis ta sœur, Alain. J'ai droit à une part de ton patrimoine. Donne-nous au moins de l'argent pour louer un nouvel endroit. » Alain resta rigide. Il regarda sa mère agenouillée à ses pieds et sa sœur exigeant sans remords. Autrefois, cette scène aurait pu le faire douter et céder. Mais après avoir vu de ses propres yeux comment sa mère avait abandonné Léo, il n'y avait plus de place pour le pardon dans son cœur. « Il est trop tard, maman. Ma décision est ferme et irrévocable, » répondit Alain avec une froideur qui glaçait le sang. Il recula, se dégageant de l'étreinte de sa mère. « Toi et Béatrice avez détruit ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Vous avez sacrifié la sécurité de mon fils pour votre propre plaisir. Ne rêvez même pas de rentrer à nouveau dans ma maison ou de toucher mon fils. » Irène se tenait silencieusement aux côtés de son mari. Elle regardait calmement les deux femmes qu'il avait autrefois méprisées. Elle laissait son mari s'occuper de l'affaire, car c'était sa responsabilité en tant que chef de famille de couper les mauvaises herbes de son arbre généalogique à la racine. Alain se dirigea vers le coffre de sa voiture et en sortit 2 dossiers. Il s'approcha à nouveau de sa mère et de sa sœur. Il tendit un dossier bleu à sa mère. Martine le prit avec des mains tremblantes. En l'ouvrant, elle lut le contenu les larmes aux yeux. Le dossier contenait une ordonnance d'éloignement et un avertissement légal formel. Le document stipulait que si Martine osait s'approcher de la nouvelle maison de la famille, d'Irène ou de Léo, leurs avocats la poursuivraient pour harcèlement. C'était un mur légal infranchissable. Ensuite, Alain regarda Béatrice et lui tendit un dossier rouge. Béatrice le lui arracha brusquement, pensant qu'il contenait une sorte d'accord financier, mais quand elle lut les phrases imprimées sur le papier à en-tête officielle de la police, son visage pâlit. Son corps se mit à trembler violemment. Le papier n'était pas un document financier, c'était une copie de la plainte déposée par Irène en tant que plaignante et Alain en tant que témoin principal. Le rapport accusait formellement Béatrice de vol de milliers d'euros en utilisant une carte qui n'était pas la sienne et d'abandon délibéré d'un mineur en situation de risque. Toutes les preuves vidéo, les relevés bancaires et le témoignage de Josette avaient été remis aux autorités. Le rapport avait déjà été traité et était en phase d'enquête. « Qu'est-ce que c'est, Alain ? Tu as dénoncé ta propre sœur à la police? Tu veux me mettre en prison? Tu es fou? Je suis ta sœur, cria Béatrice hystériquement. Elle déchira la copie du rapport en morceaux et les jeta au visage de son frère. Elle tenta de se jeter sur Irène, mais Alain l'arrêta et la repoussa. Tu as cessé d'être ma sœur quand tu as poussé mon fils et fermé cette porte. Tu vas payer très cher pour le vol et la cruauté que tu as commis. Ce rapport n'est qu'une copie. L'original est déjà en cours, dit fermement Alain. Avant que Béatrice ne puisse continuer à crier, le son d'une sirène rompit le silence. Une voiture de police s'arrêta devant le portail. 4 agents en uniforme descendirent rapidement. L'un d'eux, le chef, s'approcha du groupe. « Êtes-vous mademoiselle Béatrice ?» demanda l'agent d'une voix ferme. Béatrice ne put qu'acquiescer, paralysée par la peur. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour vol présumé et abandon de mineurs. Sur la base du rapport et des preuves solides que nous avons reçues, vous devez nous accompagner au commissariat maintenant pour être interrogé. S'il vous plaît, coopérez, dit l'agent en lui lisant ses droits. Béatrice cria hystériquement lorsque 2 agents la prirent par les bras. Elle se débattit de toutes ses forces. Non, je ne veux pas aller en prison. Maman, aide-moi. Alain, aide-moi. Je rendrai l'argent, mais ne me mettez pas en prison, criait-elle en pleurant à chaudes larmes, mais sa résistance fut vaine. Un agent sortit des menottes et lui attacha les poignets dans le dos. Le clic métallique des menottes se refermant marqua la fin de la liberté de la femme arrogante. Martine ne put que crier le nom de sa fille tandis qu'on la traînait vers la voiture de police. La porte se referma et la voiture s'éloigna, sirène hurlante. Martine s'effondra sur l'asphalte, pleurant le destin de sa fille, qui allait maintenant goûter au sol froid d'une cellule. Alain regarda sa mère une dernière fois sans dire un mot. Il se retourna, passa un bras autour des épaules de sa femme et guida sa famille vers leur voiture. Ils partirent, laissant Martine seule,
pleurant au milieu des sacs poubelles qui contenaient son passé, recevant la punition la plus douloureuse qu'elle aurait jamais imaginée. La nuit au commissariat fut froide et terrifiante pour Béatrice. Son arrogance s'évanouit lorsque les agents lui demandèrent de retirer tous ses bijoux. On l'a mis dans une salle d'interrogatoire avec une lumière aveuglante. 2 enquêteurs l'attendaient avec un tas de preuves irréfutables. Ils l'obligèrent à s'asseoir sur une chaise en métal face à un moniteur qui diffusait l'enregistrement de sécurité de la maison d'Irène. Elle se vit pousser le petit Léo et fermer la porte sans pitié. Face aux questions des enquêteurs, Béatrice ne put que pleurer, réalisant que les preuves l'avaient acculée. Après des heures d'interrogatoire, elle fut officiellement déclarée suspecte. Une agente la conduisit dans un couloir humide jusqu'à une cellule de détention temporaire. Quand la porte en fer de la cellule s'ouvrit et qu'on la poussa à l'intérieur, Béatrice hurla. Elle refusa de dormir sur une paillasse fine et malodorante. Elle supplia qu'on appelle son avocat ou son frère, mais fut ignorée. La porte se referma avec un bruit sourd, enfermant la femme cupide dans un repentir tardif. Elle passa la nuit blottie dans un coin, pleurant jusqu'à ne plus avoir de voix. Le lendemain matin, sa souffrance continua. Dans la salle d'attente du commissariat, Martine pleurait, serrant sa petite fille dans ses bras. Peu après, un homme grand et d'aspect sévère entra. C'était l'ex-mari de Béatrice. Il était venu pour prendre la garde de sa fille maintenant que son ex-femme risquait une longue peine de prison. L'homme regarda Martine avec un mépris absolu et arracha la fillette de ses bras avec force. « Lâche ma fille. Ni toi ni ta fille ne méritez d'élever cet enfant, dit l'homme d'une voix grave. Vous lui donnez une influence terrible. J'ai déjà entendu les nouvelles honteuses sur la façon dont vous avez abandonné votre propre neveu. Je ne permettrai pas que ma fille soit élevée par une grand-mère sans cœur comme toi. À partir de maintenant, il t'est interdit de voir ta petite fille. Si tu t'approches de son école ou de ma maison, je te dénoncerai moi-même pour harcèlement. » L'homme emmena la fillette sans se retourner. Martine s'effondra par terre en pleurant. Elle était maintenant complètement seule. Sa fille en prison et sa petite fille arrachée pour toujours. Sa punition était bien plus sévère que la simple perte d'un foyer. Elle sortit du commissariat sans but, l'estomac vide et le corps endolori. Avec les quelques forces qui lui restaient, elle se rendit chez un prêteur sur gage et vendit la seule bague en or qui lui restait, un cadeau de son défunt mari. Avec le peu d'argent qu'elle obtint, elle loua une chambre misérable en périphérie. La pièce était minuscule, avec un lit élimé et une vieille armoire. Il n'y avait ni climatisation ni télévision et les murs étaient couverts d'humidité. C'était son nouveau palais, où elle passerait le reste de ses jours dans la solitude. Cette nuit-là, une forte pluie s'abattit sur la ville. Le toit de sa chambre avait des fuites qui trempaient son lit. Elle dut se blottir dans un coin, morte de froid. La faim la tourmentait. Elle sortit sous la pluie vers un petit bar de bord de route. Elle s'assit sur un tabouret usé et commanda un bouillon de poulet bon marché et un morceau de pain dur, essayant de se réchauffer. Tout en mangeant entre 2 larmes, son regard se posa sur une vieille télévision dans le bar. Une émission d'actualité montrait un couple d'entrepreneurs à succès qui venait de faire une grande œuvre de charité. L'écran montrait le visage radieux d'Irène à côté d'un Alain fier. Ils inauguraient un nouveau centre d'accueil pour enfants fondé au nom de leur fils Léo. Le présentateur mentionna que le centre avait été construit avec les bénéfices de leur entreprise en guise de remerciement pour la sécurité de leur famille. En voyant cette scène heureuse, la cuillère tomba des mains de Martine. Elle sentit une douleur aiguë dans la poitrine, comme si une main invisible lui serrait le cœur. Elle vit son fils sourire, un sourire qui n'était plus pour elle. Elle vit la belle-fille qu'elle avait toujours méprisée au sommet du succès, partageant son bonheur avec des enfants orphelins. Un repentir profond la frappa comme une vague géante. Si elle n'avait pas été si cupide, si elle avait été reconnaissante pour le luxe qu'Irène lui avait fourni, elle serait maintenant sur un canapé confortable, jouant avec son petit-fils, fière de faire partie de cette famille. Maintenant, elle ne pouvait que pleurer dans un bar bruyant, mangeant du riz avec du bouillon tout en se lamentant sur son destin de vieille femme répudiée par ses propres actions. 1 an plus tard, la vie de la famille d'Irène s'était complètement transformée. Ils avaient déménagé dans une nouvelle maison, plus grande et plus sûre, entourée de jardins. Ce matin-là, Irène préparait le petit déjeuner dans sa cuisine moderne tandis que l'odeur de pain grillé emplissait l'air. Dans le jardin, on entendait les rires de Léo, maintenant un garçon intelligent et vif qui jouait à poursuivre Josette. La vieille femme ne portait plus de vêtements usés, elle portait maintenant des vêtements propres et dignes.
Irène et Alain avaient élevé le statut de la femme qui leur avait montré tant de loyauté. Sa seule tâche maintenant était de jouer avec Léo et d'être la figure de grand-mère qui lui donnait un amour inconditionnel. Irène sortit dans le jardin avec un plateau de fruits et de thé. « Josette, c'est pour vous », dit Irène en lui tendant une boîte. À l'intérieur se trouvait un smartphone de dernière génération. « Madame Irène, c'est très cher. »« Je ne le mérite pas », dit Josette, bouleversée. « Ce n'est pas seulement un cadeau, Josette, c'est pour que vous puissiez faire des appels vidéo avec vos enfants et petits-enfants dans votre village. Nous voulons que vous soyez heureux aussi. Nous vous considérons déjà comme faisant partie de notre famille. » Des larmes de gratitude coulèrent sur les joues ridées de Josette. Elle accepta le téléphone avec des mains tremblantes. Alain observait la scène depuis la porte avec un sentiment de paix dans la poitrine. Rompre les liens avec sa mère et sa sœur avait été la décision la plus difficile de sa vie. Mais en voyant le sourire de sa femme et le rire de son fils, il sut qu'il avait choisi le bon chemin. Dans un autre coin de la ville, la vie se déroulait de manière très différente. Sous un soleil de plomb, Martine traînait un chariot rouillé, distribuant des prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres de la ville. Un travail précaire payé au noir pour quelques euros par jour. La sueur et la poussière couvraient son visage. Il ne restait plus rien de la femme arrogante qui aimait le luxe. Après avoir balayé un long tronçon, elle s'arrêta pour se reposer, appuyée sur une rambarde. Elle leva les yeux et vit sur une passerelle piétonne un panneau publicitaire géant. Sur l'annonce figurait la famille qu'elle avait rejetée. Irène, Alain et Léo, souriants, rayonnant de bonheur. Le slogan parlait de construire un avenir familial basé sur l'amour et la confiance. Martine resta à regarder les visages heureux, les yeux pleins de larmes. Un repentir sans fin la consuma. Elle réalisa que le bonheur dépeint sur cette affiche géante aurait dû être le sien aussi. Mais le karma lui avait fait payer toutes ses dettes sans remise. Serrant le manche de son balai, Martine baissa la tête et continua son travail, balayant la poussière des rues, acceptant sa punition éternelle en paiement de la cupidité qui avait détruit sa propre vie.